Retrouvez chaque vendredi à 12h30 les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion, bonjour. Vendredi midi et demi, nous analysons un peu l'actualité économique et financière de la semaine, qui a été assez importante cette semaine, et en tout cas un peu inattendue. Nous ajustons les stratégies, nous essayons d'analyser éventuellement les à-coups sur les valeurs et les moyens d'en profiter. À mes côtés, Franklin Pichard de Barclays Bourse. Bonjour Franklin. Bonjour Hubert. Bien Franklin, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, vous en avez l'habitude. Actualité. Alors, premièrement, actualité, les ratés de la croissance, est-ce que c'est le signe noir que les marchés, dans un scénario idéal, pouvaient craindre, le fameux signe noir? L'inconnu, on attendait de la croissance et on en a moins. En Chine, on parle en général. En Chine, effectivement, il y a moins de croissance et surtout, au-delà de ça, c'est le plus bas niveau depuis 7 mois. Et on a un chiffre qui passe sous la barre symbolique des 50. Donc effectivement, ça n'augure rien de bon pour la croissance en Chine et la situation en Chine. Mais on a les explications. La croissance reste faible aux États-Unis. Elle est quasi inexistante en Europe. Oui, eh bien, il faudra attendre l'amélioration de ces deux zones-là de façon plus nette pour voir un réveil. La Chine doit bien un peu chinois. exporter au Japon, qui va un peu mieux quand même. Oui, qui allait un petit peu mieux, mais il y avait d'autres pays dans la zone asiatique qui également pèsent sur cette croissance chinoise. Alors, donc pour le moment, non, pas de signe noir. Donc c'est pas le signe noir. Non. Alors en revanche, sur les marchés des matières premières, on dit depuis un petit moment que c'est quand même la Chine qui est très consommatrice, notamment d'énergie, qui a entretenu une très forte hausse sur 5 ou 10 ans. Est-ce que ce sont des marchés qui vont se calmer durablement, notamment évidemment le pétrole ? Qui vont se calmer conjoncturellement. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème durable, puisqu'on est plutôt dans une période de reprise et on va plutôt dans le bon sens. Non, on marque le pas, mais il n'y a pas de remise en question de tous ces scénarios de reprise mondiale. Donc oui, on est en train de targeter pour le moment ces niveaux sur les matières premières. Ça pourrait continuer encore quelques mois, mais rien pour le moment que j'ai pu lire ou... Ni dans un sens, ni dans un sens ou dans l'autre pour le moment. C'est un passage un petit peu plus Alors, subtil. Deuxième point, inquiétude autour de l'éventualité d'un changement léger de discours. On est vraiment dans les dérivés de la Réserve fédérale américaine. Est-ce que ça doit vraiment inquiéter? Est-ce que, en fait, une inflexion ou un changement de la politique de la Fed, c'est quelque chose de réellement et sérieusement envisageable? Alors, on va être un peu cash, on va dire que non, ça n'a aucune raison d'inquiéter. C'est-à-dire que le discours de Ben Bernanke, qui était attendu par les marchés, on l'avait vu en début de semaine, une première partie de la semaine avec des volumes très faibles, un discours très attentiste, et finalement, Ben Bernanke a eu le discours qu'on attendait de lui. Alors, on va le nuancer, il y a eu le premier discours devant la Commission, et ensuite le discours sur l'union monétaire. Donc, le premier est bien passé, on a compris ce qu'il disait, et puis vous avez eu des présidents de Fed régionales qui, ont eu un discours un petit peu... Est-ce qu'ils jouent avec nos nerfs pour dire, voyez bien, ça ne durera pas éternellement, cet chèque en blanc? Il ne joue pas avec nos nerfs, il joue avec sa communication. Et le message, il est très clair. Pour le moment, on met 80 milliards par mois, on va continuer à ce rythme-là, tant que la situation n'est pas assainie. Il y avait des choses qui étaient assez intéressantes, qui étaient écrites, dites, ou des interprétations de ce qu'il disait. C'est que Ben Bernanke ne veut pas étouffer trop tôt cette reprise économique aux États-Unis. Il préfère stopper ces mouvements de détente quantitative un petit peu trop tard, mais en tout cas, il n'arrêtera pas trop tôt. Donc je crois que les marchés doivent avoir une certaine sérénité par rapport à cette intelligence de la Fed face à la situation économique américaine. Aujourd'hui, il n'y a aucune inquiétude, il n'y a pas de ralentissement. Comme le disait un analyste, il ne va pas ralentir, il va peut-être légèrement relever le pied de la pédale d'accélérateur, ça oui, mais en revanche, on doit rester confiant. Donc, et c'est comme parfaitement les marchés sous contrôle. sont directement impactés presque plus que l'économie, donc c'est vraiment ce qu'on regarde avec attention. Exactement. Alors, du côté de l'Europe, est-ce qu'on peut attendre qu'on aille vers des mesures dites non conventionnelles, ou parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a un président de la Banque centrale
qui est quand même un champion de la parole. Mais pour le moment, il n'est pas obligé d'aller trop vers les actes. Oui, le problème, c'est qu'il n'est pas totalement libre. On l'a vu cette semaine, il essaie de se débattre dans des discours, dans des négociations, pour pouvoir intervenir au niveau des moyennes entreprises, par exemple, etc. C'est vrai que l'Europe, mais on en a pris l'habitude, on discute, on palabre, et ça avance, mais ça avance très doucement, très lentement. Pas d'inquiétude néanmoins. Pas d'inquiétude particulière. La seule chose, c'est qu'effectivement, les aménagements et les bonnes décisions sont dans les tuyaux, mais on est en Europe, donc ça mettra des semaines encore. Et bon, juste un dernier point. Les banques, est-ce que les banques ont toujours besoin d'avoir de l'argent facile comme ça, ou est-ce que finalement elles se sont assainies ? Parce que c'est aussi un élément de ces politiques. Ces politiques, elles sont là aussi pour éviter que les banques redévissent. Oui, elles se sont assainies, elles ont besoin de ces liquidités, mais effectivement, ça rejoint un petit peu ce qu'on a pu évoquer précédemment. Entre les liquidités abondantes mises sur le marché par les banquiers centraux, c'est vrai que les banques aujourd'hui peuvent trouver des financements, et les États peuvent en trouver, qui font que il est plus simple aujourd'hui pour elles de retrouver des financements autres que les autorités européennes, mais pour répondre plus concrètement à votre question, oui, elles ont encore besoin de se rebiner, de pouvoir aller se refinancer. La situation est en voie d'assainissement. Je pense qu'il serait malhonnête de dire que le secteur bancaire aujourd'hui est assaini. Alors cette semaine, on a eu quand même un phénomène, c'est cette baisse de 7% de la bourse de Tokyo jeudi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on est dans une consolidation ? Ça ouvre une consolidation ? Ça ouvre une correction ? Un changement de tendance ? Non, je pense que c'est tout à fait normal quand vous avez un marché qui prend 80%, il corrige de 7% derrière, on le souhaiterait, on l'implore même. On a vu la séance dernière où le marché a ouvert avec 3% de hausse et puis on a baissé de 3% et puis finalement on a fini légèrement au-dessus, 0,90. Donc on n'a pas eu le sentiment que c'était le départ d'un sell-off. On n'a pas des séances qui, pour le moment, semblent se suivre en validant une consolidation très importante. En tout cas, pas de panique. Tout semble là encore sous le contrôle. Et puis, la Banque du Japon devrait continuer à injecter ses liquidités. Donc, on a encore là un parachute à la baisse de ces marchés-là. C'est pas la fin d'une mise sous respiration artificielle. Non, ça n'a pas l'air. Économie. Non, ça n'a pas l'air du tout d'être cette interprétation qu'ont faite les marchés à la séance qui a suivi cette grosse dégringolade. Donc d'une façon globale, sans le fameux scénario idéal en disant de toute façon tant que les banques centrales mettront de l'argent, il n'y a pas de raison d'être particulièrement inquiet, on reste dedans. Oui, et puis on a eu quand même un phénomène intéressant quand on a parlé de récession de France qui entrait en récession la semaine dernière. Mais c'est vrai qu'aussi parallèlement, on voyait que la contraction de la dégradation de cette situation en Europe, qui était de moins 0,6% sur le quatrième trimestre 2012, n'est plus que de moins 0,1% sur le premier trimestre 2013. On a eu l'IFO allemand ce matin. On a la confiance des chefs d'entreprise et les indicateurs du secteur manufacturier qui sont bons, avec des carnets de commandes qui sont plutôt mieux remplis que le mois précédent. Il y a un petit faisceau de petits éléments. Le fameux point bas qu'on attendait, on ne sait pas bien quand, on le voit. Et ben voilà. On n'y est pas, mais on le voit. Pour le moment, c'est ça qui rassure les investisseurs. Les stratégistes et les économistes nous situaient le point bas fin 2012, début 2013. Il semblerait que ce scénario, c'est encore trop faible quand on a des chiffres qui n'ont qu'un mois de recul, mais il semblerait que pour le moment, ils aient raison. Donc, les investisseurs sont déjà dans le coup d'après et se disent qu'effectivement, on va avoir des atermoiements, on va avoir des marchés qui vont baisser, qui vont monter. On aura à nouveau, si on a une baisse conséquente des afflux de liquidités, eh bien, on remettra peut-être sur le devant de la scène le financement des dettes souveraines des pays les plus fragiles. Voilà, donc on aura d'autres sujets qui reviendront sur le devant de la scène. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans ce cercle plutôt un petit peu vertueux qui consiste à dire
la situation, on est peut-être derrière, la mauvaise situation est peut-être derrière nous, le retournement est peut-être en train de s'opérer. Comme on a tendance à raisonner, effectivement. Exactement. Ce n'est peut-être pas le moment de quitter le navire. Vous savez, vous avez Goldman qui a sorti une étude en fin de semaine dernière ou en tout début de cette semaine et qui disait que pour lui, les taux de correction n'étaient que techniques et que le mouvement haussier était inscrit jusqu'en 2015. Alors Goldman peut se tromper, et ça leur est déjà arrivé, on l'a vu sur les matières premières, mais en tout état de cause, vous avez, et dans tous les écrits que je peux lire, que ce soit dans ma maison ou auprès d'autres confrères, la tendance haussière ne s'est pas inversée cette semaine. Bien. Alors, actualité, deuxième chapitre, actualité des valeurs. Activité des valeurs, donc on est dans une séance d'Assemblée Générale. Est-ce que vous avez retenu des choses qui ont pu être dites par les patrons? Parce qu'il ne s'agit pas de parler des comptes de l'année dernière, mais justement de sentir un peu quelque chose. On a eu l'Assemblée Générale de Capgemini, donc là où ça, c'est effectivement... quand même un géant d'un secteur qui est important en France. C'est quand même... dans le monde, bien sûr, mais... Un secteur très important, un secteur qui a permis, quand on regarde ce qui était écrit sur le sujet, qui a permis de valider les résultats qui avaient été publiés au début du mois. On avait sorti des résultats, les résultats de Cap sont décalés, mais on avait eu des résultats qui étaient plutôt bons, une hausse de 74% des résultats par rapport à l'année précédente. Et puis surtout, on a eu un groupe qui a validé son scénario, qui reste positif sur son chiffre d'affaires du premier trimestre, qui continue de croire en l'avenir et croire à cette reprise. Globalement, les objectifs et les opinions restent positives. J'ai lu couramment des objectifs autour de 42 € sur Cap. Voilà, donc c'est celle que vous jouez dans le secteur Oui, on joue pas seulement Cap. Quand on est sur sur compartiments, on joue également en plus de Cap. Atos Alors on était sur Atos et puis le nom m'échappe, mais effectivement on ne joue pas que Capgemini, c'est l'ensemble du secteur sur lequel nous sommes donc autre Assemblée Générale, il y a les banques qui ont un peu parlé. Oui, les banques font parler. Alors les banques, c'est toujours un cas un petit peu particulier. On a parlé d'un secteur qui était en voie d'assainissement. Ça reste donc un secteur très spéculatif, où on a quand même encore un petit peu de mal à comprendre, mais où globalement, ce qu'on a eu et ce qu'on a pu entendre du Crédit Agricole hier, par exemple, était plutôt pas mauvais. Certains n'hésitent pas à dire que c'est dans le secteur la valeur en retournement, qu'on peut la jouer, qu'on peut viser des objectifs de 8,59 €. C'est la moins chère du secteur. Alors, il y a des raisons, évidemment, mais voilà. Et puis, sur Société Générale, on a eu un très, très beau parcours. On sera peut-être un petit peu plus prudent. C'est peut-être un peu derrière. C'est peut-être, pour le moment, il faudrait d'autres drivers pour la pousser davantage. Donc, actualité des valeurs toujours. Carrefour qui continue son recentrage sur 3 pays, grosso modo. Oui, c'est ça. 3 zones, le Brésil, la Chine et l'Europe. Carrefour nous a surpris parce qu'ils a réussi à vendre quelque chose. On ne s'attendait même pas, on le voyait même pas dans les comptes pratiquement. On le voyait pas. Non, ça, c'est une contribution tellement faible, de l'ordre de 40 millions, donc dans une petite niche d'une des lignes du bilan. Mais grosso modo, ça traduit quoi? On rentre 530 millions, c'est toujours ça de prix, ça désendette le groupe toujours. Et puis, cette petite opération qui a été faite, c'est l'enseigne Carrefour au Moyen-Orient, dont Carrefour détenait 25%, donc il se délaisse de cette participation minoritaire. Et là aussi, comme vous le disiez, un recentrage sur les 3 zones qui avaient été annoncées en début d'année, donc le Brésil, l'Europe et la Chine. Carrefour, recentrage. C'est une valeur de retournement pour le marché. Oui, on est loin des plus bas. Le parcours de rattrapage s'est effectué. Les objectifs de cours sont autour de 26 €, donc on a encore un petit upside à gagner sur Carrefour en ce moment, oui. Alors General Electric annonce l'introduction ou la réintroduction de General Electric Finance. Ça, c'est parce que les marchés ont monté et les grands conglomérats placent du papier. Oui, il y a un petit peu de ça. Besoin aussi de faire des groupes plus purs, de pouvoir externaliser on évoquait par exemple des petites participations ou des participations, pas forcément petites, mais différentes, qui permettent à la faveur d'IPO de cet ordre de valoriser mieux ses actifs et de pouvoir booster son cours. Bien, page jaune, on en parle beaucoup.
Ça fait du bruit. Alors Peugeot, on en parle beaucoup, mais on en parle un petit peu moins. La spéculation est en train de se dégonfler un petit peu. On est autour de 1,70 €. On est un peu scotché à ces niveaux-là. Pour le moment, il y a... Voilà, on a toujours du rendement, on l'a pour le rendement, mais on n'a pas de sortie par le haut attendue. On a une résistance qui joue bien son effet. Il n'y a pas grand-chose à perdre, mais il n'y a pas grand-chose à gagner. Voilà, c'est ça, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Alors, Morel et Prom Nigeria, c'est amusant parce qu'à Paris, il n'y a pas beaucoup de juniors pétrolières, donc annonce une découverte, même, qu'est-ce que... Oui, ils annoncent des découvertes, ils annoncent aussi avoir renoué un nouveau partenariat, créé une société commune avec Morel et Prom. Ils créent une société, ils la dotent de 100 millions de capitaux. Ils vont à la fois combiner la commercialisation, la distribution, et puis la recherche dans le gaz, dans le pétrole. Il y a une valorisation. Une junior pétrolière comme celle-là ? Non, on a déjà du mal à jouer les sociétés plus petites de taille. Cela dit, Morel et Prom a connu un très très beau parcours récemment. Non, on ne les joue pas. D'abord, on a des problèmes de liquidité et de volume. C'est une petite valeur, mais j'ai réussi à trouver quand même des opinions. Ça vaut autour de 3,77. Il y a des objectifs à 4,40. C'est peut-être un titre à jouer, mais faites attention à la liquidité et à la perspective sur ce type de valeur. Ubisoft ? Alors Ubisoft, la stratégie est... non, on change complètement de domaine, on passe du pétrole au jeu. Ubisoft a surpris agréablement. On a en plus une politique et un recentrage là aussi sur moins de jeux, des jeux de meilleure qualité se concentrer un petit peu plus sur la diffusion des jeux en ligne. Eh bien, toute cette stratégie est payante, elle a payé. On est positif sur Gameloft, ça reste une bonne opinion. Une actualité, pas forcément à la taille de la boîte, mais qui montre un sens, L'Air Liquide qui obtient d'importants contrats pour faire du gaz avec du charbon en Chine. L'Air Liquide insiste beaucoup dessus, donc c'est qu'ils trouvent que c'est une direction intéressante. Ils trouvent que c'est une direction très, très intéressante. Air Liquide, au-delà de cette opération avec la Chine, c'est forcément le titre qu'on a, on l'oublie, on le laisse dans un coin de son portefeuille et on ne fait que gagner de l'argent. Juste un mot en regardant un peu les écarts de cette semaine. Donc c'est une semaine avec une très forte baisse au Japon, mais finalement 3,5% de baisse sur une semaine, alors qu'on a monté de 80%, comme vous le disiez. C'est pas considérable. On voit quand même une petite sanction sur du cycle. Michelin moins 7,5, De Richebourg moins 5,3, Arkema moins 4% ou quelque chose de ce genre. Renault moins 3,5. Les gens ont un peu peur du cycle ou c'est simplement finalement de la gestion ? J'ai envie de reprendre votre dernière formule. C'est finalement un petit peu de la gestion. Pourquoi ? Au début du mois, tout le monde vous disait, ça y est, le marché a fortement monté. Commençons à se dégager des valeurs dites défensives, celles qui avaient très bien marché. On a un parcours extraordinaire sur Sanofi, on a eu un parcours extraordinaire sur le secteur du luxe. Eh bien, on voit qu'effectivement, Sanofi ou le secteur du luxe marque le pas. Et effectivement, pourquoi ? Parce que on a eu après des analyses un petit peu contradictoires qui disaient mais si effectivement cette contraction de la récession devait se confirmer, il faut jouer les cycliques, il faut être dessus. C'est-à-dire les investisseurs se disent si j'ai raté le premier train, il ne faut pas que je rate le second. Donc la coût est plutôt l'occasion d'ajuster les lignes que la coût est l'occasion, pas de forcément opérer des gestions sectorielles importantes, vraisemblablement de s'alléger quand on a gagné beaucoup d'argent sur le secteur du luxe ou sur la pharmacie ou sur certaines défensives. Allons-y, prenons nos bénéfices. Attendons pour prendre des bénéfices sur le secteur aéronautique parce que dans 3 semaines, il y a le salon du Bourget avec les effets d'annonce. Il résiste très bien cette semaine puisque parmi les hausses, on trouve Thales, on trouve Zodiac. Et ça devrait continuer. On sait qu'à chaque fois, c'est un bouquet d'annonces, de contrats mirifiques. Quand on prend des valeurs comme Zodiac, qui est la plus emblématique, ou Safran, on sait que s'ils ne signent pas avec Boeing, ils signent avec Airbus et vice-versa. Eux sont des deux côtés
côté. Donc ce sont des valeurs qui vont bénéficier et profiter de tous ces effets d'annonce pendant le salon du Bourget. Donc ce secteur-là, on peut continuer de le garder un petit peu, ça reste intéressant. Voilà, en revanche, sur les autres, on peut commencer à faire des allègements partiels parce que ce sont de très beaux dossiers, de très belles valeurs qu'il ne faut pas vendre, mais qui sont faut chers, les garder, donc, mais qui commencent à être chers. Et il y a certainement des arbitrages sectoriels à opérer. Alors, troisième chapitre, justement, gestion. Alors, d'abord, pour le commencement de la gestion, l'or, là, pour le coup, ça s'est pris un nion, hein. pour aller vite. Ça a du mal à se stabiliser. Oui, ça a du mal, mais si on réécoute ce qu'on dit, enfin, ce que moi, je peux dire... ici, régulièrement ou ailleurs, l'or, personne n'y comprend rien comme les devises, voilà. C'est le meilleur moyen. Donc ne le jouez qu'à hauteur de 4-5% dans un portefeuille, prenez vos risques, jouez-le à travers le métal et des trackers, jouez-le à travers les mines d'or, choisissez votre camp, mais c'est impossible d'avoir des avis sur l'or. Donc c'est ce qui veut dire qu'on le garde très longtemps et qu'on voit ce qui se passe. Et qu'on voit ce qui se passe, tout à fait. Alors justement... allocation d'actifs, on la révise. Est-ce que c'est le moment de la rotation, comme vous venez de le dire ? Oui, peut-être ne pas avoir peur de repondérer un petit peu ces cycliques. On peut attendre d'avoir encore quelques signes plus encourageants pour revenir dessus. On peut se permettre effectivement d'attendre. Moyennant quoi, si on ne se trompe pas en décelant ce point bas sur le dernier trimestre et un redémarrage très lent qui va s'opérer mais que les marchés anticiperont, eh bien on peut commencer à repondérer un petit peu les cycliques. Et Amérique, qui a quand même plus de croissance que nous contre Europe, est-ce qu'on est tellement dans l'anticipation qu'il vaut mieux aller finalement sur les européennes que sur les américaines ou les valeurs sensibles aux États-Unis ? C'est-à-dire que aller directement sur les États-Unis, vous allez avoir le double effet qui se coule, vous allez avoir le risque action et le risque change. Donc aujourd'hui, on sait que le parcours est quand même avec des marchés américains qui sont au plus haut. Je préfère, moi, privilégier la zone euro si jamais quand j'opère cette allocation d'actifs, enfin, j'allais dire, c'est possible d'avoir encore des poches de taux sur un portefeuille Oui, bien sûr. Il y a quelque chose à faire là-dessus ? Oui, alors évidemment pas sur les obligations d'État, souveraines et autres. Prêter à l'État à 2% à 30 ans, c'est difficile. Non, mais on peut encore jouer. Alors on n'a plus les rendements qu'on avait en 2011-2012, mais il est tout à fait possible de jouer encore des obligations corporate. N'oublions pas qu'à chaque fois qu'on joue une obligation corporate, en général, c'est un ticket d'entrée de l'ordre de 50 ou 100 000 euros. Ça n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et sur un portefeuille, donc vous êtes très action non. De 60 et plus, 60% et plus ? Oui, non, on essaie d'avoir une pondération autour de 60-65% sur les actions. Et surtout que nous, ça fait une dizaine de jours qu'on appelait à prendre des bénéfices. Donc, on avait fait des liquidités. On attend une correction, pas celle qu'on a eu hier ou qu'on aura peut-être dans les prochaines séances, mais on aimerait bien voir une correction de l'ordre de 7% sur les plus hauts. Et comme tout le monde la veut pour essayer d'acheter, eh bien, peut-être qu'elle ne se produira pas comme à chaque fois que tout le monde pense une chose. Bien, Franklin, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et pour les conseils précis de Franklin, les conseils sur les actions, l'application de cette émission, l'éditeur de la gestion, l'analyse, vous pourrez aller cliquer en podcast, comme on dit, sur le lien voisin sur le même site. Au revoir et à la semaine prochaine.